Pourquoi certaines personnes semblent-elles condamnées à répéter les mêmes erreurs amoureuses, encore et encore? Pourquoi tombons-nous, malgré nous, dans les bras de ceux qui nous blessent, nous manipulent ou nous délaissent? C'est un scénario universel, un schéma qui se rejoue, presque à l'identique, avec simplement un nouveau visage, un nouveau prénom. Il ne s'agit pas seulement de malchance ou de mauvaises rencontres. Ce phénomène profond révèle quelque chose de bien plus intime, bien plus enfoui. Une dynamique intérieure, souvent inconsciente, qui nous pousse à rechercher inconsciemment ce qui nous fait souffrir. Le psychanalyste suisse Carl Jung, pionnier de la psychologie analytique, a passé sa vie à explorer ces zones d'ombre que nous portons tous en nous. Selon lui, nos choix amoureux, surtout les plus toxiques, ne sont pas toujours faits en pleine conscience. Ils sont souvent dictés par ce qu'il appelait l'inconscient, un réservoir immense de souvenirs, de traumatismes et de désirs refoulés. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans la pensée de Jung pour comprendre pourquoi nous sommes parfois attirés par les mauvaises personnes et comment ce mécanisme prend racine dans les profondeurs de notre psyché. Pour Jung, l'inconscient n'est pas simplement une poubelle mentale où l'on enterre les souvenirs gênants. C'est une force vivante, dynamique, qui agit constamment en arrière-plan. Il le divise en deux parties, l'inconscient personnel, composé de nos expériences refoulées, et l'inconscient collectif, un héritage psychique commun à toute l'humanité. C'est dans cette toile invisible que se tissent souvent nos élans amoureux. Lorsque nous tombons amoureux, nous croyons faire un choix rationnel, guidé par nos goûts, nos valeurs ou la compatibilité. Mais en réalité, quelque chose de plus profond est à l'œuvre. Une partie de nous, enfouie dans l'ombre de notre conscience, reconnaît chez l'autre une image familière. Non pas familière par expérience directe, mais par résonance intérieure. Jung parle ici d'archétypes, des figures universelles, comme la mère, l'enfant, le héros, ou encore l'amant, qui structurent notre inconscient collectif. L'archétype de l'anima, la figure féminine dans l'homme, et de l'animus, la figure masculine dans la femme, jouent un rôle fondamental dans la manière dont nous projetons nos désirs sur l'autre. Ainsi, quand nous sommes attirés par une personne, ce n'est pas seulement elle que nous voyons, c'est une projection inconsciente d'un archétype que nous portons en nous. Et parfois, cet archétype est déformé par des blessures passées, des manques affectifs ou des traumatismes non résolus. C'est pourquoi nous pouvons être irrésistiblement attirés par quelqu'un qui, en réalité, réactive une douleur ancienne, un parent distant, un amour non réciproque ou une blessure d'abandon. Notre inconscient ne cherche pas le bonheur, il cherche la complétude. Et pour cela, il nous pousse à rejouer les mêmes scènes, à revivre les mêmes douleurs, dans l'espoir, souvent vain, de les réparer. Freud a popularisé le concept du complexe d'Œdipe, ce désir inconscient de l'enfant pour le parent du sexe opposé, accompagné d'un sentiment de rivalité envers l'autre parent. Mais Jung, bien qu'influencé par Freud, propose une lecture plus symbolique et plus large de ce phénomène. Pour Jung, ce n'est pas tant un désir sexuel que nous projetons sur nos parents, mais une quête de complétude. L'enfant, dans sa construction psychique, s'identifie profondément à ses figures parentales. Ces premières relations deviennent les matrices invisibles de notre manière d'aimer. Ainsi, en grandissant, nous développons des complexes, des nœuds émotionnels inconscients liés à nos expériences passées. Et ces complexes influencent nos choix amoureux de manière subtile mais puissante. Inconsciemment, nous cherchons chez nos partenaires ce que nous avons connu dans l'enfance. L'affection d'une mère distante, la validation d'un père exigeant, ou parfois même la douleur d'un amour conditionnel. Ce que nous avons reçu, ou ce qui nous a manqué, devient un modèle silencieux que nous tentons de retrouver, encore et encore. C'est pourquoi tant de personnes se retrouvent piégées dans des relations toxiques, croyant que l'amour doit nécessairement faire souffrir, ou que le rejet est un signe de passion. Ces scénarios viennent souvent d'une source bien plus ancienne, la famille. Mais cette recherche est piégée, car on ne guérit pas une blessure en la répétant. On ne répare pas une relation parentale brisée en aimant quelqu'un qui nous fait revivre la même douleur. Jung nous met en garde contre ce pouvoir de l'inconscient. Tant que nous n'en prenons pas conscience, il gouverne notre vie, et nous l'appelons destin. La véritable liberté relationnelle ne commence que lorsqu'on ose regarder en arrière, comprendre les racines de nos schémas, et faire enfin des choix conscients. Carl Jung a introduit un concept fondamental de la psyché humaine. L'ombre. L'ombre représente toutes les parties de nous-mêmes que nous refusons de voir, que nous réprimons, que nous jugeons comme honteuses
inacceptable ou indésirable. Elle contient nos colères refoulées, nos jalousies, nos peurs, nos pulsions, mais aussi parfois des forces créatives que nous avons appris à étouffer. Nous croyons souvent que l'amour est une affaire de lumière, de compatibilité, de respect, de douceur. Pourtant, il est aussi profondément lié à notre ombre. Car ce que nous ne voyons pas en nous-mêmes, nous allons le chercher chez l'autre. Et parfois, inconsciemment, nous sommes attirés non pas par ce qui nous fait du bien, mais par ce qui reflète notre ombre. Quand une personne est toxique, manipulatrice, absente ou cruelle, et que nous persistons à l'aimer, cela révèle souvent une partie de nous que nous refusons de confronter. Ce n'est pas la souffrance qui nous attire, mais ce qu'elle nous permet de rejouer. Une blessure ancienne, une culpabilité latente, un schéma intérieur que nous ne comprenons pas encore. En d'autres termes, notre ombre choisit pour nous tant que nous n'en sommes pas conscients. Jung insistait sur le fait qu'on ne devient pas lumineux en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'ombre consciente. Ce travail d'intégration est difficile, parfois douloureux, mais essentiel. Car tant que nous rejetons notre ombre, elle gouverne notre vie de l'intérieur et nous pousse vers les mêmes relations destructrices. Accepter son ombre, ce n'est pas devenir une mauvaise personne. C'est au contraire devenir entier. En regardant nos zones d'ombre, en acceptant nos failles, nos désirs inavoués, nos colères et nos peurs, nous cessons de les projeter sur les autres. Et c'est alors seulement que nous pouvons aimer librement, sans attachement toxique, sans besoin de réparer le passé, sans illusion. Au cœur de la pensée de Carl Jung se trouvent deux figures archétypales fondamentales, l'anima et l'animus. Ce sont les représentations de la part féminine dans l'homme, anima, et de la part masculine dans la femme, animus. Mais attention, il ne s'agit pas de stéréotypes de genre. Ces figures symbolisent les polarités intérieures présentes en chacun de nous, indépendamment du sexe biologique. L'anima et l'animus sont des ponts entre la conscience et l'inconscient. Ils jouent un rôle majeur dans nos fantasmes, nos idéalisations et nos attentes amoureuses. En d'autres termes, ils colorent notre perception de l'amour et influencent qui nous attire, souvent sans que nous en ayons la moindre idée. Lorsqu'ils ne sont pas intégrés, ces archétypes peuvent devenir des pièges. L'homme projette son anima sur une femme. Il ne voit pas elle, mais une image idéalisée de la féminité, mystérieuse, douce, sensible, souvent inaccessible. Il la place sur un piédestal, l'idéalise, puis finit par être déçu quand elle se révèle humaine, imparfaite, réelle. De la même manière, la femme projette son animus. Elle est attirée par des figures d'autorité, de puissance, d'intellect, parfois jusqu'à l'extrême, en tombant amoureuse d'hommes dominateurs, froids ou narcissiques. Elle confond alors force et dureté, charisme et contrôle. Ces projections peuvent donc créer un cercle vicieux. Tant que l'anima ou l'animus ne sont pas reconnus en soi, nous cherchons leur reflet à l'extérieur, dans des partenaires qui nous renvoient dans cette image, mais qui, bien souvent, ne peuvent y répondre. Nous ne tombons pas amoureux de l'autre, mais d'une attente intérieure, d'une image inconsciente que nous avons créée. Et tant que cette image reste floue, inconsciente, notre vie amoureuse se répétera, encore et encore, comme un vieux rêve dont on ne parvient pas à se réveiller. Le chemin vers des relations saines commence donc par un travail intérieur. Reconnaître l'anima ou l'animus en nous. Apprendre à dialoguer avec ces figures. Les intégrer dans notre psyché consciente. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous pouvons voir l'autre pour ce qu'il est vraiment, et non comme le miroir d'un manque ou d'un fantasme. Chez Jung, toute transformation commence par une chose, la prise de conscience. Tant que nos choix amoureux restent guidés par l'inconscient, par notre ombre, nos complexes, nos projections d'anima ou d'animus, nous sommes condamnés à répéter les mêmes histoires sous des visages différents. La première étape consiste donc à voir ce qui nous habite réellement, à cesser de fuir ce qui fait mal, à écouter ce que nos relations essaient de nous montrer sur nous-mêmes. Mais comment faire ce travail? Jung ne croyait pas aux solutions rapides. Il proposait plutôt un processus qu'il appelait l'individuation, un chemin d'unification de toutes les parties de soi, lumière et ombre, conscience et inconscient. Pour commencer, il faut apprendre à observer ces schémas. Pourquoi suis-je toujours attiré par le même type de personne? Qu'est-ce que ces relations ont en commun? Quelles blessures profondes semblent-elles toutes réveillées? Ensuite vient le travail avec les symboles et les rêves, une technique centrale dans la psychologie jungienne.
Nos rêves sont une porte directe vers l'inconscient. Ils nous montrent souvent, sous forme d'images symboliques, ce que nous refusons de voir en pleine lumière. Tenir un journal de rêves, repérer les figures récurrentes, questionner ce qu'elles représentent en nous, tout cela peut révéler les archétypes qui dominent notre vie amoureuse. Un autre outil fondamental est le dialogue intérieur. Parler à son anima, à son animus, à son ombre, non comme à des ennemis, mais comme à des parties de soi qui cherchent à être entendues. Il ne s'agit pas de les supprimer, mais de les intégrer, de leur donner une place juste, consciente, équilibrée. Car l'objectif n'est pas d'être parfait, mais entier. Ce n'est qu'en reconnaissant ces forces invisibles que nous pouvons briser le cycle. Sortir de la répétition. Choisir des partenaires non pas pour combler un vide, rejouer un trauma ou vivre un fantasme, mais pour construire une relation consciente, réciproque, enracinée dans la réalité. Se libérer des schémas toxiques, ce n'est pas trouver la bonne personne à l'extérieur. C'est devenir, à l'intérieur, la personne capable d'aimer sans se perdre. Nous avons vu que nos choix amoureux, même les plus douloureux, même les plus incompréhensibles, ne sont jamais entièrement le fruit du hasard. Derrière chaque attirance, chaque répétition, chaque relation toxique, se cache une dynamique intérieure, un archétype, une projection, une part de notre inconscient. Carl Jung nous a appris que ce que nous ne rendons pas conscient dirige notre vie, et nous l'appelons destin. Mais ce destin n'est pas une fatalité. Il peut être transformé, à condition d'oser regarder en soi. L'ombre, l'anima, l'animus, les complexes. Tous ces éléments sont des morceaux de notre psyché qui demandent à être intégrés, reconnus, aimés. Ce travail peut sembler intimidant, mais il est libérateur. Car en prenant conscience de nos automatismes, en explorant nos blessures émotionnelles, nous cessons d'aimer par besoin, par peur, par manque, et commençons à aimer en pleine conscience. Votre inconscient n'est pas votre ennemi, il est un guide puissant, à condition de l'écouter, de l'interroger et de dialoguer avec lui. Les enseignements de Jung ne sont pas de simples théories psychologiques. Ce sont des clés, des outils pour comprendre pourquoi nous souffrons, pourquoi nous répétons, et surtout, comment nous en libérer. Alors si vous vous reconnaissez dans ces schémas, si vous avez l'impression de toujours aimer les mauvaises personnes, sachez que le véritable changement ne commence pas à l'extérieur. Il commence en vous. L'amour sain, profond et durable n'est pas un miracle. C'est le fruit d'un travail intérieur, un chemin vers soi. Et peut-être, grâce à ce chemin, vous découvrirez que l'amour que vous cherchiez tant commence par celui que vous vous portez à vous-même.